rendu de la 51e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 11 juillet 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 51e réunion du Conseil de ministres. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'intégration de la formation professionnelle dans les grands projets d'investissement en République démocratique du Congo. Le président de la République, chef de l'État, a rappelé que le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre de plusieurs projets de développement d'envergure, inscrits dans le cadre du Programme national stratégique de développement qui couvre l'ensemble des secteurs vitaux de la nation. Dans cette dynamique, le ministère de la Formation professionnelle et métiers, dont la vocation est de doter notre pays d'une main-d'œuvre qualifiée et de contribuer à l'émergence d'une classe moyenne, occupe une place centrale dans la réussite de ces initiatives. Il s'observe, malheureusement, a déploré le président de la République, à ce jour, de nombreux emplois, pourtant réservés exclusivement aux Congolais, y compris dans les métiers des bases tels que la maçonnerie, la peinture, le carrelage ou la conduite d'engins, sont occupés par des ressortissants étrangers, faute de main-d'œuvre nationale qualifiée. Les projets structurants, tels que l'accord minier en conclure entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, l'exploitation du manganèse dans le Congo central, le corridor de Lobito et bien d'autres encore, nécessitent une préparation rigoureuse de notre main-d'œuvre nationale, condition sine qua non pour concrétiser son engagement en faveur de la création d'emplois durables et décents pour le Congolais. Dans cette optique, et afin de limiter la fuite de capitaux par le recours excessif à une main-d'œuvre étrangère, d'anticiper l'offre des compétences techniques à mobiliser dans les projets d'investissement et favoriser la mobilité professionnelle nationale, le président de la République a engagé la première ministre à responsabiliser le ministre de la Formation professionnelle et métiers à mettre en place une commission gouvernementale élargie à son cabinet aux structures publiques directement concernées par cette question en vue de proposer des mesures législatives et réglementaires nécessaires quant à ce. Ces mesures seront notamment inciter tout investissement en République démocratique du Congo à inclure la construction et l'équipement d'un établissement moderne de formation professionnelle dans les périmètres du projet. Associer systématiquement le ministre de la Formation professionnelle à la phase de conception et de mise en œuvre des 10 projets. Réserver impérativement une quotité du budget de chaque projet à la formation professionnelle, notamment dans les filières porteuses et innovantes adaptées aux besoins du secteur concerné. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de rapprocher les services publics des administrés à Kinshasa et dans d'autres villes à forte population. Dans les deuxièmes points de sa communication, le président de la République est revenu sur la nécessité de rapprocher les services publics des administrés à Kinshasa et dans d'autres villes à forte population, insistant sur le fait que la bonne gouvernance exige une administration publique accessible, réactive et équitablement repartie sur l'ensemble du territoire. Or, il est constaté qu'à ce jour, pour la majorité des démarches administratives, aussi bien dans la ville de Kinshasa que dans d'autres grandes agglomérations du pays, les citoyens sont contraints de se rendre au centre-ville où se concentre la quasi-totalité des services publics. Cette centralisation excessive entraîne de nombreux effets pervers, notamment les mouvements massifs et quotidiens de population vers une zone unique, les embouteillages prolongés et coûteux en temps comme en ressources, la pression accrue sur les services urbains, la baisse notable de la qualité de vie tant pour les usagers que pour les agents publics.
Face à cette situation préoccupante, il devient impératif de repenser l'organisation territoriale de notre administration dans l'optique de garantir une meilleure proximité, une plus grande efficacité et une justice spatiale dans la distribution des services publics. Il s'agit de bâtir une administration de proximité moderne, inclusive et soucieuse des besoins réels de nos populations, objectif par ailleurs poursuivi par le programme du développement local de 145 territoires. À cet effet, le président de la République a insisté pour que les mesures suivantes méritent une attention particulière. Il s'agit notamment de l'activation effective de services publics au niveau de chaque commune afin de rapprocher l'administration des citoyens, de décongestionner les centres urbains et d'alléger la pression sur les infrastructures existantes. L'affectation dans la mesure du possible des agents publics dans les services situés dans leur commune et résidence afin de promouvoir leur bien-être, d'optimiser leur temps, de réduire les coûts de transport et de renforcer leur enracinement social et communautaire. Ces réformes structurelles doivent s'inscrire dans une vision réaliste, progressive, pragmatique et concertée. Le président de la République a pour ce faire enjoint le gouvernement, par l'entremise du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ainsi que celui de l'Intérieur, de diligenter une étude de faisabilité en concertation avec l'ensemble de ministères et services concernés en vue de l'opérationnalisation graduelle de cette approche, en commençant par la ville de Kinshasa, avant son extension à d'autres centres urbains du pays. Il s'agit là d'un jalon essentiel pour moderniser notre administration, restaurer la confiance de citoyens dans les services publics et poser les bases d'un État au service de tous, partout et en tout temps. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la participation de l'État dans l'actionnariat des entreprises d'économie mixte. Dans les derniers points de sa communication, le président de la République s'est appesanti sur la participation de l'État dans l'actionnariat des entreprises d'économie mixte. Dans la foulée des résolutions fortes adoptées lors des États généraux du portefeuille récemment tenus à Kinshasa, il y a lieu de réévaluer avec rigueur et lucidité la portée réelle de la participation réelle de l'État congolais dans les entreprises d'économie mixte. Il apparaît avec évidence que bon nombre de ces sociétés, la présence de l'État n'est que nominale, voire illusoire. Cette situation préoccupante traduit une marginalisation progressive des intérêts publics et même de mandataires publics dans la conduite de la vie économique nationale et entraîne un manque à gagner significatif pour le trésor public. Elle constitue une atteinte manifeste aux objectifs de souveraineté économique, de justice fiscale et de développement inclusif que s'est fixé le gouvernement de la République. Il est donc indispensable de rompre avec cette logique de façon institutionnelle pour faire de la participation de l'État un véritable levier stratégique au service de l'intérêt général. Cette participation ne saurait demeurer passive ou décorative, elle doit être pleinement assumée, rigoureusement exercée et résolument orientée vers la création de richesses, la bonne gouvernance et la transparence. C'est dans cet esprit que le président de la République a engagé les ministres du portefeuille à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la redynamisation et de la valorisation effective de l'actionnariat public dans les entreprises d'économie mixte. À cet effet, les actions suivantes devront être menées sans délai. Recenser, cartographier et tenir à jour un registre exhaustif de toutes les entreprises d'économie mixte dans lesquelles l'État congolais détient une participation même minoritaire en veillant à l'actualisation régulière des données relatives à la composition de l'actionnariat, aux organes de gestion et aux performances économiques. Vérifier la présence effective et la participation active de mandataires de l'État dans toutes les instances de gouvernance, y compris dans la formulation des politiques stratégiques, les processus de prise de décision, les contrôles budgétaires et l'évaluation des performances. Faire respecter de manière stricte
le droit patrimoniaux et institutionnel de l'État, en garantissant notamment l'accès aux états financiers certifiés, la tenue régulière de conseils d'administration, la publication de rapports des gestions et la mise en œuvre de recommandations des organes de contrôle et d'audit. Veiller à la perception rigoureuse, transparente et régulière des dividendes revenant à l'État avec la mise en place d'un mécanisme de traçabilité robuste et automatisé, garantissant leur reversement intégral au Trésor public dans les délais requis. En procédant ainsi, il s'agit non seulement de restaurer l'autorité économique de l'État, mais aussi de renforcer sa capacité à mobiliser les ressources internes pour financer les priorités nationales, stimuler l'investissement public et impulser une croissance inclusive et durable, a conclu le président de la République. Dans la suite de sa communication, la première ministre chef du gouvernement est revenue quant à elle sur la nécessité de la mise à jour des engagements du gouvernement envers les partenaires sociaux. Elle a souligné que depuis l'investiture de son gouvernement par l'Assemblée nationale, conformément à la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, son équipe travaille à prioriser le maintien du dialogue permanent entre le gouvernement et les partenaires sociaux. En ces moments où notre pays fait face à des enjeux multiples, cette exigence politique nous incite à privilégier davantage la paix sociale dans les différents secteurs de la vie nationale, notamment dans les secteurs de la santé, du travail, de la fonction publique, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur universitaire. Pour cette fin, les dialogues sociaux entre le gouvernement et les partenaires sociaux doivent demeurer indispensables pour parvenir à des problématiques majeures, particulièrement sur l'amélioration des conditions de travail, car grâce au dialogue permanent entre gouvernement et partenaires sociaux, des avancées significatives dans l'exécution des différents engagements pris par les gouvernements dans ces secteurs ont été enregistrés. Pour consolider les résultats déjà acquis, il se dégage la nécessité d'une mise à jour de revendications exprimées ainsi que des engagements conclus. Ainsi, la Première ministre en a appelé à tous les ministres qui composent le banc syndical le banc gouvernemental, principalement celui de la fonction publique, du budget et des finances, chacun en ce qui le concerne, de mettre à jour leurs engagements respectifs afin de permettre au gouvernement de définir une stratégie holistique pour leur exécution. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, portant sur les points d'information, le vice-ministre de l'Intérieur a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de cette semaine, l'état d'esprit de la population a été, entre autres, marqué par les attentes autour des négociations des Doha à Qatar entre les représentants du gouvernement et ceux du M23 après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, l'attente de l'opinion nationale concernant les retombées de la présence de la délégation des Nations Unies dans la ville d'Uvira en mission d'enquête sur les violations de droits de l'homme à l'Est, ainsi que des inquiétudes consécutives à la menace de grève par les personnels de santé à travers le territoire national à partir du lundi 14 juillet. Au plan politique, il a fait état au Kasaï central de la déchéance du bureau de l'Assemblée provinciale et de la constitution d'un bureau d'âge qui se heurte à la contestation de certains députés, bloquant ainsi l'élection d'un nouveau bureau devant conduire la dite institution. Privilégiant l'approche consensuelle dans les crises au sein des assemblées provinciales du Sonkouré et du Sud-Ubangui, le ministère de l'Intérieur a réuni le 5 juillet 2025 les leaders et délégués de forces politiques représentatives de l'Assemblée provinciale du Kasaï central en vue de dégager un compromis de stabilité. Dans la province du Sonkourou, le vice-gouverneur de cette province a été notifié pour assumer l'intérim en attendant l'action judiciaire introduite par les gouverneurs déchus devant les instances judiciaires. Sur les volets sécuritaires, il est revenu notamment sur quelques points saillants dans les provinces de l'Ituri, du Haut-Uélé, du Tanganyika, du Haut-Lomami, du Nord et du Sud-Kivu. La situation aux frontières a également fait l'objet du rapport qui a été présenté par le vice-ministre spécifiquement, la situation frontière, notamment avec l'Ouganda, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a été chargée de prendre des dispositions pour obtenir des explications claires.
Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est quant à lui revenu sur la partie opérationnelle. Il a indiqué que la situation des opérations militaires est marquée par de mouvements incessants des troupes et de matériel, l'élan de lignes de front, en particulier dans les provinces du Nord et Sud Kivu, par les agresseurs rwandais et leurs supplétifs. Parallèlement à ces dynamiques, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent d'une part des opérations conjointes avec les UPDF contre les terroristes et ADF et les groupes armés réfractaires en Ituri, et d'autre part les opérations Gemba visant le groupe Mobondo hostile au programme PDDR-CS. Spécifiquement dans la province de l'Ituri, la force conjointe FARDC-UPDF a mené de manière simultanée des opérations aériennes et terrestres ciblant les positions des terroristes ADF-MTM dans les forêts de territoire d'Irumu et de Mambasa. Au sud Kivu, il est noté un renforcement significatif des agresseurs sur l'ensemble des axes conduisant aux lignes de front, leur objectif étant de s'emparer de territoires sous contrôle des FARDC, notamment celui d'Uvira. Dans les triangles Kinshasa, Congo central, Grand Bandundu, les opérations menées par les FARDC couplées aux efforts de sensibilisation de la réforme de la réserve armée des défenses dans les triangles concernés ont permis les désarmements et les retraits de 1500 insurgés actuellement regroupés à Bukangalonzo. Leur transfert vers Kasangulu est envisagé. Évolution de la situation sécuritaire sur le marché de change ainsi que de biens et services. La gouverneure de la Banque centrale, intervenant comme invitée au Conseil de ministres de ce jour, a indiqué que l'environnement macroéconomique intérieur est demeuré relativement stable au cours de la première semaine de juillet 2025, en dépit d'une légère accélération de l'inflation hebdomadaire et d'une évolution contrastée du taux de change. En effet, le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,14% contre 0,12% une semaine plus tôt. En cumul, depuis le début de l'année, l'inflation a atteint 4,36% contre 7,82% la période correspondante de 2024. En glissement annuel, le taux d'inflation a atteint 8,10% contre 19,56% à la même période de l'année précédente, poursuivant ainsi sa tendance désinflationniste. Au 4 juillet 2025, comparativement à la situation observée au 27 juin 2025, le franc congolais s'est apprécié de 0,07% sur le marché interbancaire et s'est déprécié de 0,27% sur les marchés parallèles. Par rapport à fin 2024, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,84% et de 0,50% respectivement sur les deux segments. Par ailleurs, le cours mondial des principaux produits de base importés et exportés par la RDC se sont globalement bien comportés en rythme hebdomadaire. La gouverneure de la Banque centrale a formulé une série de recommandations, notamment par l'accélération de la mise en œuvre des réformes structurelles visant à diversifier la production, la base productive afin de renforcer la résilience au choc extérieur. Les conseils a recommandé à la gouverneure de la Banque centrale de prendre contact avec les différentes banques pour vérifier la justesse des prix qu'ils appliquent pour les différents services qu'ils rendent à leurs clients. Au sujet de la situation épidémiologique, les ministres de la Santé a brossé la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, s'épanchant principalement sur le choléra. Il a comparé à la semaine précédente, la tendance à la 27e semaine épidémiologique est marquée par un statu quo du nombre des nouveaux cas, passant de 1609 à 1602 cas suspects, dont 64 décès, une létalité de 4%. Depuis 5 semaines, on observe un dépassement de seuil de 1000 cas par semaine et au total, 17 provinces sur 26 ont été touchées par l'épidémie, avec 137 zones de santé ayant notifié au moins un cas suspect de choléra. Il convient de signaler par ailleurs que 3 provinces sont sorties de la phase épidémique, Lualaba, Olomami, Okatanga. Les provinces les plus touchées sont la Chopo, le Sud Kivu, et concentrent la moitié de cas de choléra du pays.
Depuis la 16e semaine épidémiologique de cette année, la ville-province de Kinshasa fait face à une résurgence épidémique avec 27 sur 35 zones de santé touchées où les cumuls de cas suspects est de 830 et 77 décès dont 58 décès communautaires, soit une létalité de 9,2% contre 10,5% la semaine passée. En ce qui concerne le Mpox, la tendance à la 26e semaine épidémiologique est marquée par une diminution des cas suspects, passant de 530 à 313. Cette tendance à la baisse est observée depuis plus de 5 semaines. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Note d'information relevant du secteur de la fonction publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présenté au Conseil une note d'information sur l'état des lieux du processus de mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Il a rappelé que ces processus s'inscrivent dans le cadre du 6e engagement du président de la République visant à renforcer l'efficacité des services publics. La mise à la retraite est ainsi perçue comme un levier stratégique pour rajeunir l'administration, garantir l'avancement en grade des agents, améliorer la gestion des ressources humaines, assainir le fichier de la paix et honorer les engagements avec les partenaires internationaux, notamment le Fonds monétaire international. Cependant, après la vague de 11 000 départs en 2022, les processus s'est estompé en 2023 et 2024. La signature récente des ordonnances de mise à la retraite par le président de la République en faveur des secrétaires généraux, directeurs et chefs des services, dont les processus de paiement des droits et avantages est en cours, marque la relance de ce processus qui mérite fluidification, les nombres d'agents éligibles ne cessant de croître au point aujourd'hui d'atteindre 314 000 tous régimes confondus. Pour faire face à ces défis, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a proposé au Conseil un plan décennal articulé autour de 2 mécanismes de financement. Un mécanisme budgétaire classique consistant à affecter mensuellement 20 milliards de CDF au sous-compte dédié ouvert à la Banque centrale comme prévu dans la loi de finances 2025 et 2 mécanismes innovants de partenariat avec les banques payeuses applicables de 2026 qui permettraient à ces banques d'avancer les indemnités aux retraités remboursées ensuite par l'État sous forme de mensualités équivalentes aux anciennes rémunérations sans surcoût pour le budget. Un protocole d'accord sera ainsi discuté et signé entre l'État et les banques payeuses pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre. Ces montages financiers conformes à la loi sur les finances publiques évitent tout recours à l'endettement et s'appuient sur les avancées de la réforme sur la bancarisation de la paye. Ils visent à garantir la régularité, la soutenabilité et l'automaticité du processus de retraite qui est un droit fondamental pour tout agent après de loyaux services rendus à la nation. Une commission technique interinstitutionnelle sera mise en place pour piloter ces dispositifs, incluant les ministères de la fonction publique, budget et finances, avec la participation de la présidence, la primature, la CENSAP, afin d'assurer un équilibre entre les départs à la retraite et la capacité de la Caisse à assurer les pensions. Par ailleurs, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a rappelé que consécutivement à la signature des actes de mise à la retraite, des mesures idoines ont été communiquées aux responsables des services publics afin d'assurer une fin de carrière honorable et apaisée aux agents concernés. Il s'agit notamment de l'obligation de ne pas automatiquement les remplacer dans les fonctions qu'ils exercent tant qu'ils n'ont pas été préalablement notifiés par l'autorité compétente et de ne pas procéder à leur retrait du fichier de la paye tant qu'ils n'ont pas encore reçu paiement des avantages auxquels ils ont légalement droit. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note relevant du secteur des infrastructures, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a présenté le rapport sur l'état d'avancement du programme d'urgence de la voirie et de curage mis sur pied à la suite des inondations exceptionnelles survenues sur la ville de Kinshasa. Ainsi, c'est conformément à une décision de la 38e réunion du Conseil de ministres tenue le 4 avril 2025, il a fait le point respectivement sur l'état d'avancement des projets de voirie de Kinshasa en cours d'exécution, les travaux de construction des rocades de la ville de Kinshasa, les projets suivis par la ville de Kinshasa, les projets réalisés avec l'appui des bailleurs de fonds et enfin le projet réalisé en partenariat public-privé. Cependant, nonobstant l'exécution des travaux du programme d'urgence en cours, les ministres d'État
a alerté sur le fait qu'on ne devrait pas perdre de vue sur la nécessité et l'urgence de réaliser de nouveau des travaux de curage en début du mois de septembre 2025 afin d'obtenir un fonctionnement optimal de l'ensemble du réseau des drainages avant l'arrivée de prochaines pluies et éviter ainsi les inondations dernièrement enregistrées en avril et mai 2025. Toutes les rivières de la ville-province de Kinshasa sont concernées. Les conseils a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant des finances publiques. Le ministre des Finances a fait le point sur la nécessité de renforcer l'élargissement du marché des titres publics en République démocratique du Congo. En effet, il a soutenu que les marchés des titres publics a permis de financer les opérations financières du gouvernement en 2024 pour plus de 2 milliards de francs congolais, 2000 milliards de francs congolais. Cependant, a-t-il précisé, ces marchés des titres est contrôlé à 98% par les banques commerciales, les placeurs institutionnels, à savoir les sociétés d'assurance et les caisses de retraite, ont une participation faible alors que celle des particuliers est quasi inexistante. En réalité, ces marchés demeurent peu profonds avec des maturités relativement courtes et une forte prédominance de banques commerciales. Pour y faire face, le ministre des Finances a initié un programme de vulgarisation des opérations d'émission des titres publics. Il vise à faire connaître davantage les opérations d'émission de bons du Trésor et obligations du Trésor aux investisseurs autres que les banques en vue de l'élargissement de ce marché. Le ministère des Finances, qui intensifie les efforts visant la mobilisation accrue des ressources nécessaires au financement du budget de l'État, sollicite le soutien du gouvernement central, considérant les effets positifs attendus de ces programmes. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour et le dernier, approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 50e réunion du Conseil de ministres tenue le 4 juillet 2025 dernier.